Mesdames et messieurs, top départ de cette grande édition de la soirée de ce lundi 10 mai 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons à la chaîne de référence Antena. Bien avant l'entame de cette grande édition de la soirée, prenons les titres. Intense activité diplomatique du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo était à Khartoum au Soudan et au Caire en Égypte pour la facilitation du dossier barrage de la Renaissance. Aujourd'hui en Zambie, il assiste à l'inauguration du pont de Kazangula. L'avenue Malonda au quartier Mokali dans la commune de Kimbanseke à l'est de la capitale, menacée depuis 2 ans par une érosion. La population du coin lance un SOS aux autorités politico-administratives. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a entamé depuis le samedi passé une tournée à travers les nations africaines. En réponse à l'invitation lui adressée par son homologue zambien Edgar Lungu lors de sa dernière visite de travail à Kinshasa fin avril 2021, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé dimanche 9 mai à Livingstone en Zambie. Le chef de l'État congolais vient participer à la cérémonie officielle de la mise en service du pont de Kazungula dans la province zambienne du même nom à la frontière avec le Botswana, prévue aujourd'hui lundi 10 mai. Principale passerelle entre la Zambie, le Botswana et le Mozambique, ce pont jeté sur la rivière Kazungula est d'une importance stratégique particulière car devant relier tous les pays de l'Afrique australe. Symbole de l'intégration régionale, ces ponts devraient servir aussi au transport de marchandises en provenance et en partance de la RDC. Selon les programmes établis par les officiels zambiens, 3 chefs d'État y sont entendus. Edgar Lungu de Zambie, Dr Mogwechi Eric Kebeche Masisi du Botswana et les Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Justement, dans le cadre de sa tournée diplomatique entamée le samedi 8 mai, le chef de l'État est arrivé à 16h40 heure locale à l'aéroport international du Caire, où il a été accueilli par son homologue, le maréchal Fatah al-Sisi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient continuer la mission de facilitation dans le cadre des négociations autour de la construction du barrage de la Renaissance qui est en phase finale. Le reportage avec nos confrères de la presse présidentielle. Au Caire. Il est 16h40 local quand l'avion présidentiel de la République démocratique du Congo s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Caïro. En provenance de Khartoum, le président en exercice de l'Union africaine vient poursuivre le travail de facilitation qu'il a entamé depuis Kinshasa afin de trouver un compromis sur la question du barrage de la Renaissance éthiopienne dont les travaux sont arrivés en phase finale. Contrairement à ses habitudes, le président de la République d'Égypte, Al-Sisi, a fait le déplacement de l'aéroport du Caire pour accueillir son hôte de marque et président de l'institution panafricaine. Pour marquer cet instant solennel, une aide d'honneur a été organisée au terminal présidentiel du Caire. Au salon d'honneur de Caïro, les 2 personnalités se sont retirées pendant une vingtaine de minutes avant de se rendre au palais présidentiel Héliopolis, lieu prévu pour les pourparlers. Au hall du palais présidentiel, les 2 personnalités ont posé pour la postérité avant d'entamer les échanges proprement dits. Devant la presse congolaise et égyptienne, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi n'a pas caché son admiration et respect au leadership panafricain du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, totalement impliqué
dans une démarche conciliante des partis. Dans son rôle de facilitateur, le président Félix réaffirme son engagement d'aboutir à un règlement complet et définitif pouvant ouvrir une nouvelle page de coopération entre les trois pays voisins du bassin du Nil. Je confirme également que vous êtes exactement disposé à trouver un accord avec les frères éthiopiens et que vous avez encouragé l'initiative de ma présidence en exercice et que vous appelez de vos voeux à ce que l'Union africaine continue ses efforts, s'implique davantage pour aider à trouver une solution pacifique et un accord contraignant. Et je vous remercie également d'avoir accepté de tout cœur de vous rendre à Kinshasa pour un éventuel sommet concernant justement ce problème du barrage de la Renaissance. Et je me réjouis de constater qu'à l'étape du Soudan et de l'Égypte, il y a lieu d'être optimiste quant à une issue heureuse de la question. Maintenant, il ne reste plus qu'à me rendre à Addis Abeba, en Éthiopie. Comme à Khartoum, le chef de l'État a échangé dans un premier temps en tête-à-tête avec son homologue avant d'élargir le cercle des discussions avec les ministres des Affaires étrangères et les ministres sectoriels concernés par la gestion des eaux et de l'environnement. Les discussions du Caire n'ont pas donné lieu à une communication publique car les mêmes échanges auront lieu avec les autorités éthiopiennes. En attendant une solution coulée sous forme juridique, les interlocuteurs du président de l'Union africaine s'accordent à reconnaître que le dialogue direct reste le seul moyen de parvenir à une solution idoine. Depuis la tripartite de Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a cessé de rappeler que le barrage de la Renaissance éthiopienne en tant que grand projet intégrateur ne doit pas être source de malheur, mais au contraire, il devrait servir de modèle dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Juste après la séance de travail, le cortège présidentiel s'est dirigé au palais royal Kuba, l'un des différents palais égyptiens qui servent actuellement de maison d'hôtes officielle du pays pour les dignitaires en visite. Après le Caire, cap vers Addis Abeba. Dernière étape de la tournée du président de l'Union africaine dans le cadre du dossier sur le barrage de la Renaissance éthiopienne. Retour à Kinshasa, nous prenons la direction de la primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a mené une intense activité dans l'exercice de ses fonctions. Les députés nationaux et sénateurs du Sankourou ont demandé de voir en urgence le Premier ministre suite à la crise institutionnelle qui sévit depuis 2019 au Sankourou. Cette crise institutionnelle qui persiste entre, d'une part, l'Assemblée provinciale et de l'autre, le gouverneur de province, devient persistante et plombe tout espoir de développement. Voilà la raison qui a motivé notre présence ici pour demander à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, d'intervenir à son niveau afin de décanter cette situation. Le Premier ministre nous a promis qu'il va s'y employer pour qu'il y ait une solution urgente et qui soit trouvée. Parce que l'avenir de la province en dépend, le développement de la province en dépend aussi. Sous réserve de la saisine du président de la République, chef de l'État, qui peut user de ses pouvoirs constitutionnels, notamment
l'article 198 de la Constitution dans son alinéa 10 pour résoudre définitivement la crise, étant donné qu'elle est devenue persistante et bloque tout espoir de développement. Retour à Kinshasa, prenons la direction du ministère de la Culture et des Arts. Madame la ministre Catherine Katumbu Foura a reçu l'ONG Africa Yetu autour bien sûr de l'accompagnement de la mandature du chef de l'État à la tête de l'Union africaine. La mandature qui a comme thème art, culture et patrimoine, levier pour l'Afrique que nous voulons. Le reportage est signé par Eric Izami. Invitée par l'ONG Africa Yetu à l'occasion de son installation en RDC, la nouvelle patronne de la culture et art et du patrimoine, Madame la ministre Catherine Katungu Foura, a été accueillie à son arrivée par le président de Africa Yetu, M. Eli Kionia, dont l'objectif de son organisation est d'élever la culture et l'éducation. Par la suite, Madame la ministre a été accueillie par le tam-tam de la musique folklorique de la partie orientale du pays. Prenant la parole, M. Eli Kionia, président de Africa Yetu ASBL, a remercié le président de la République pour avoir choisi une femme, pas la moindre, à la tête du ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Non seulement il a remercié le président de la République, le numéro 1 de Africa Yetu, a par la même occasion remercié Samalukonde Kienge pour son engagement à assurer la promotion et la culture congolaise. C'est au terme de son discours qu'il a tenu à présenter Madame la ministre Catherine Katungu Foura. Profitant de sa première sortie culturelle à la tête du dit ministère, Madame Catherine Katungu Foura a demandé aux culturels d'accompagner le président de la République pour son mandat à la tête de l'Union africaine. Mandat placé sous le thème que voici, art, culture et patrimoine, levier pour l'Afrique que nous voulons tous. Cette adresse, je ne peux pas ne pas vous convier à accompagner d'une manière toute spéciale le mandat du président de la République à la tête de l'Union africaine, mandat placé sous le thème art, culture et patrimoine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Pour clore son mot, Madame la ministre de la Culture, Art et du Patrimoine a rendu un hommage mérité à Africa Yetu pour sa sympathie témoignée à l'occasion de sa nomination dans le gouvernement d'Ide Wario, mais aussi pour l'invitation des communier en famille. Avec la nouvelle variante de la Covid-19, il y a nécessité de renforcer les mesures d'hygiène dans les frontières en République démocratique du Congo. Et la dernière nouvelle, un groupe d'Indiens a été testé positif à la nouvelle variante de la Covid-19 dans un immeuble installé dans la commune de La Gombe. Bien sûr, la population congolaise, plus particulièrement la population quinoise et quinois, est appelée à respecter le geste barrière. Suivez plutôt cette réflexion signée par Marie-Sylvie Fortuné-Mboulangoma. Ces images sont celles de l'Inde. Ce pays est plongé dans une véritable tempête sanitaire liée au coronavirus. Les chiffres publiés par l'Organisation mondiale pour la santé OMS sont affolants. 4000 décès et 400 000 nouveaux cas par jour, et toute la planète a pu voir, horrifiée, les images de centaines de bûchers funéraires brûlant en permanence un peu partout dans le pays. Au regard de la situation qui prévaut en Inde, bon nombre d'observateurs s'interrogent sur la nécessité de renforcer le contrôle des services d'hygiène dans les frontières, à la suite de points communs entre l'Inde et l'Afrique avec le service de santé aux capacités limitées. En République démocratique du Congo, la situation est plutôt stable. Il y a moins de contamination et plus de cas de guérison de Covid-19. Mais il y a un souci, pas le moindre. Une dizaine de sujets indiens ont été testés positifs le week-end dernier à Kinshasa. Ils sont occupants d'un immeuble à la Gombe. Tout de suite, ces bâtiments ont été mis en quarantaine par les autorités sanitaires du pays. Le ministre de la Santé publique, le Dr Jean-Jacques Mbongani, a annoncé la nouvelle le week-end dernier. Si plusieurs pays au monde ont fermé leurs frontières aux Indiens, la RDC devrait emboîter le pas pour éviter de replonger le pays dans une troisième vague, quand on sait que plusieurs supermarchés qui sont fréquentés par les Quinois sont tenus par les Indo-Pakistanais, Libanais et autres. En tout cas, depuis le lancement de la campagne de vaccination à Kinshasa, il n'y a pas un engouement, selon le chiffre avancé par l'INRB. D'où le respect de gestes barrières doivent être respectés. Le port de masque, le lavage régulier de mains, ainsi que la distanciation sociale. La santé n'a pas de prix. Vaut mieux prévenir que guérir, disent les sages. À bon entendeur.
L'avenir Malonda au quartier Moukali dans la commune de Kimbanseke est menacée depuis 2 ans par une érosion. La population de ces coins de la ville-province de Kinshasa lance un SOS à l'endroit des autorités politico-administratives de la ville pour la réhabilitation de cette avenue. L'avenue Malonda au quartier Moukali dans la commune de Kimbanseke est menacée par l'érosion depuis plus de 2 ans. Les habitants de ces coins de la capitale peinent pour vaquer à leurs occupations, d'autant plus que le coût de transport est tellement élevé. À cause de cette situation, le coût de transport est élevé. D'ici jusqu'à Pascal, nous dépensons plus de 2000 francs par jour. Les propriétaires de parcelles craignent de perdre leur maison. Ils sollicitent l'implication de l'autorité compétente. L'OVD est venu pour essayer de trouver une solution pour cette route de Moukali, mais ça n'a servi à rien parce que, quelques temps après, cette voirie est de plus en plus délabrée. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Pendant les élections, il y a eu plusieurs qui sont passés par ici pour faire leur campagne. Mais pendant ces temps difficiles, ils ont disparu. Nous risquons de perdre nos maisons. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. L'autorité devrait remédier à cette situation avant d'enregistrer les dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Dans le cadre de la rubrique Actualité vue par les autres, les binômes reporters qui composent cette rubrique, il s'agit de Damien Maungungos et d'Esther Badibiabia, est allé interroger M. Willy Mouka, qui est le directeur des informations à Télé 7. Il évoque l'actualité débattue au sein de cette rédaction. Reportage. Il y a le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui doit arriver, sauf imprévu, ce lundi à Lubumbashi, dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le président de la République venait d'Addis Abeba en Éthiopie, où il est allé réconcilier les 3 pays que vous connaissez certainement en conflit à cause de la construction du barrage sur le fleuve Nil. Et il est allé au sud de la Zambie. Ce lundi même, il doit participer à l'inauguration d'un pont qui relie la Zambie au Botswana. Donc c'est après cette cérémonie-là qu'il doit revenir à Lubumbashi, son pays, par Kasumbalesa. On parle que des préparatifs sont là avec le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Mais en dehors de ça, il y a aussi une information très importante parce qu'elle touche à l'action sociale, à la vie sociale de notre peuple. Lors du dernier conseil des ministres du vendredi, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga, a fait adopter une requête au sein du conseil de ce ministre-là. La requête, c'est sur la crise humanitaire dans les provinces d'Ituri, du Nord Kivu, de Chouapa. Voir comment le sénateur Augustin Matata Pogno, c'est même dans le domaine judiciaire, va se comporter vis-à-vis de la justice. Mais ce qui est déjà bon pour certains analystes, c'est que Matata de Conakry, où il se trouvait, il a dit qu'il devrait rentrer au pays pour affronter la justice parce qu'il ne se reconnaît pas coupable dans ces dossiers-là du parc agro-industriel de Bukangalonzo. On va parler discipline sportive de combat avec cette audience qu'a accordé le président de la Fédération mondiale de karaté, qui est en même temps président de la Fédération des Émirats Arabes Unis et de karaté, qui a reçu M. Freddy Lankombo, qui est le président de la Fédération des karaté-do du Congo, qui séjourne en terre asiatique. Le reportage est de Mathurin Daïlamouche. Développer, doter de nouveaux matériels à la République démocratique du Congo et nouer les relations avec les instances internationales ont été à la base des échanges entre le président de la Fédération de karaté-do de la RDC, Maître Freddy Lankombo, et son homologue, le général-major Nasser Azarouki, premier vice-président de la Fédération mondiale de karaté-do, qui est aussi président de la Fédération de karaté-do des Émirats Arabes Unis. Maître Freddy Lankombo s'est dit satisfait et fait le point de cette rencontre. Nous avons échangé autour de la pratique du karaté en République démocratique du Congo, le positionnement de la RDC dans le Conseil des nations de karaté, du classement des athlètes
de la RDC sur le plan international, des problèmes que nous rencontrons dans la Fédération de karaté-do du Congo en tant qu'instance fêtière du karaté en République démocratique du Congo, de tout ce qu'il y a autour de la participation de la RDC à des différentes compétitions internationales. Dans les jours à venir, nous allons initier en mode visioconférence des échanges avec tout son comité ainsi que les miens pour que nous préparions et que nous nous préparions tous à la signature de ce mémorandum d'entente qui cimentera, n'est-ce pas, le partenariat entre la Fédération de karaté-do du Congo et la Fédération de karaté des Émirats arabes unis. Cette visite du président de la Fédération de karaté-do permet à la RDC de revenir dans les conseils des nations qui pratiquent cette discipline. Dans les prochains jours, un protocole d'accord sera signé entre les deux pays qui pratiquent le karaté-do. On va scruter l'actualité en chose. Des colonnes de chars accueillies par une foule en liesse dans les rues de Djamena. Les soldats tchadiens rentrent du front dans le nord du pays et ils revendiquent leur victoire face aux rebelles du FACT. Nous avons nettoyé les lieux et il n'y a plus rien maintenant. La situation est revenue à la normale. À la population, je voudrais dire, soyez tranquilles, il n'y a plus rien. Devant la presse, les militaires exhibent leurs prisonniers. Mais de son côté, le FACT maintient qu'il n'a pas été informé de la fin des combats. Depuis son arrivée au pouvoir au Tchad, le Conseil militaire de transition a déjà annoncé avoir ainsi vaincu les rebelles, sans pour autant que les hostilités cessent. Les affrontements entre l'armée et les membres du FACT ont éclaté il y a un mois. C'est en rendant visite à ses troupes que le président Idriss Déby a été tué le 19 avril. Son fils, à la tête d'un conseil militaire de transition, dirige désormais le pays. Une prise de pouvoir contre laquelle tente de protester une partie de l'opposition tchadienne. Mais les autorités militaires interdisent ces manifestations. Samedi dernier, dans la capitale, les forces de l'ordre ont utilisé des grenades lacrymogènes pour disperser les protestataires. Les opposants ont annulé un rassemblement prévu le lendemain, par crainte d'être à nouveau violemment réprimés. Les campagnes de vaccination contre le Covid-19 s'intensifiant, plusieurs pays européens ont commencé ce week-end à lever leurs restrictions. En République tchèque, cela a été progressif. Tout d'abord, les élèves ont repris le chemin de l'école et les magasins ont peu à peu repris leurs activités. Ce lundi, tout est ouvert. Les directives sanitaires restent strictes, mais le port de masque ne sera pas obligatoire à l'extérieur, sauf dans les endroits où les gens seront à moins de 2 mètres. Nous sommes vraiment impatients, nous avons beaucoup de clients réguliers et fidèles, femmes et hommes qui se réjouissent également de l'ouverture des magasins et du fait qu'ils pourront tout essayer en magasin, découvrir les nouveautés. La République tchèque a enregistré une baisse constante des nouvelles contaminations et elle veut que cela continue ainsi. En Espagne ce week-end, c'est un vent de liberté qui s'est levé avec la fin de l'état d'urgence sanitaire. Dans plusieurs villes du pays, cris, applaudissements et musique ont marqué à minuit la fin de ce régime d'exception imposé depuis octobre et la levée dans la plupart des régions du couvre-feu. En Belgique, la réouverture des terrasses, des bars et restaurants samedi soir jusqu'à 22 h a aussi provoqué un sentiment de libération. Dans la commune d'Ixelles, la police a même été appelée pour disperser la foule. Au lendemain de la fête, les habitants se montraient compréhensifs. C'est normal au bout d'un moment de sortir et de se lâcher un petit peu, quoi. Je le respecte vraiment et pour moi c'était un truc nécessaire. Il faut simplement pas que ça se reproduise tout le temps, mais une fois, voilà. J'espère qu'effectivement ça n'aura pas d'impact dans les jours qui arrivent et que surtout les gens vont prendre ce qu'on leur donne et pas juste pousser plus loin les limites. Le lâcher-prise est humain, mais les taux de nouvelles contaminations vont maintenant être étudiés avec attention et des évaluations seront faites pour savoir s'il s'agit bien du début de la fin de la pandémie ou juste une pause. C'est une attaque inédite aux États-Unis. Le plus grand pipeline de carburant victime d'une cyberattaque par rançongiciel, un code qui exploite des failles de sécurité pour encrypter les systèmes informatiques et exiger une rançon pour les débloquer. Colonial Pipeline est considéré comme l'un des plus grands opérateurs d'oléoduc américains. Il achemine de l'essence et du diesel sur plus de 8800 km à travers les États-Unis. L'ensemble du réseau a dû être fermé. Seule une petite partie de ces lignes de distribution entre les terminaux est restée ouverte.
Le président Joe Biden a été immédiatement informé de la situation. Tout est mis en œuvre pour assurer un retour aux opérations dans les brefs délais afin qu'il n'y ait pas de perturbations dans l'approvisionnement. Le gouvernement américain a même publié dimanche une loi d'urgence. Elle permet exceptionnellement le transport du carburant par route. Personne n'est pour l'heure en mesure de donner de date pour une réouverture complète du système. Un système tentaculaire qui alimente les aéroports, les terminaux et les stations-service depuis les raffineries autour du golfe du Mexique vers la côte est américaine. La revue des presses, sélection et commentaires, Polydor Patrick Ngaziami. Un coup d'œil rapide sur les titres de ce lundi 10 mai 2021 révèle avec La République que les premiers résultats de l'état de siège sont déjà visibles. En effet, écrit le journal, après avoir pris la mesure exacte de la nouvelle dynamique en faveur de la paix, les chefs rebelles identifiés Billy Koliko de la milice UPDC, Jetem de l'AFRC, Matata Pungwe du groupe armé GAV, Ndaisenga du FDDH, Bouira Mapenzi du NDC-R et Massivi ont exprimé leur volonté de déposer les armes et de rejoindre le programme de désarmement. Ils l'ont fait savoir, précise le tabloïd, au coordonnateur du programme Désarmement, Démobilisation et Réinsertion communautaire DDRC Nord Kivu, Jacques Makata. Et pour accélérer le processus de pacification et de rétablissement rapide de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, renseigne Africa News, Félix Tshisekedi a nommé de nouveaux commandants à la tête de quelques régions militaires, ceux du secteur opérationnel dans l'est du pays, ainsi que les commissaires provinciaux de la police. À la tête de la 32e région militaire, le général de brigade Clément Bitangalo, à la tête de la 34e, le général de brigade Guilain Moulamba, à la tête de l'opération Soukola 1 Grand Nord, le général de brigade Mputela Kolito, Soukola 2 Nord Kivu, le général de brigade Mouepulumbu, à la tête du commandement secteur opérationnel Ituri, le général de brigade Kassongo Maloba, et comme commandant des brigades de réaction rapide, le général de brigade Bondami Patrick à la tête de la 12e région militaire et le général de brigade Muhima Dieudonné à la tête de la 22e. Comme commissaires provinciaux de la police nationale, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenge a été nommé en Ituri avec Mayengele comme commissaire provincial adjoint police administration. Le Nord Kivu est aussi concerné par ces nouvelles nominations. L'avenir annonce à sa une que le chef de l'État Félix Tshisekedi est attendu à Lubumbashi. Le quotidien parle d'une arrivée imminente car le président de la République est arrivé en Zambie hier dimanche 9 mai pour participer à la cérémonie d'inauguration du pont de Kazungula à Livingstone au sud de ce pays. Ce pont, précise-t-il, relie la Zambie au Botswana. Le chef de l'État venait d'Addis Abeba en Éthiopie. Pourquoi a-t-on destitué Zoé Kabila? La question est à la une de la prospérité. La réponse se découvre en parcourant l'article. C'est par jalousie, renseigne le quotidien, dans le but de l'écarter dans la course politique sous prétexte de détournement, mégestion et autres. L'UDPS Mbujimaï s'insurge contre les manœuvres des proches de Félix Tshisekedi en ce qui concerne la succession des Jean Maweja, lit-on à la une de Forum des As. Comme antidote à ces pratiques, rapporte le quotidien, cette fédération de la formation politique présidentielle se prononce pour un candidat agréé par la haute hiérarchie et la base du parti. Enfin, Matata Pogno est de retour à Kinshasa depuis hier dimanche, annonce EcoNews. L'ex-premier ministre revient de Conakry en Guinée où il exerce comme conseiller spécial du président Alpha Condé en matière de gouvernance. Il a été obligé d'écourter son séjour pour venir faire face, selon ses propres dires, à une justice politiquement instrumentalisée. Si j'avais peur, a-t-il déclaré, je ne serais pas venu. Bonsoir. Fin de cette grande édition de la soirée de ce lundi 10 mai depuis Kinshasa, mais bien avant, prenons les rappels des titres. Intense activité diplomatique du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo était à Khartoum au Soudan et au Caire en Égypte pour la facilitation du dossier barrage de la Renaissance.
Aujourd'hui en Zambie, il assiste à l'inauguration du pont de Kazangula. L'avenue Malonda au quartier Mokali dans la commune de Kimbanseke à l'est de la capitale, menacée depuis 2 ans par une érosion. La population du coin lance un SOS aux autorités politico-administratives. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres depuis la partie est de RDC dans les districts de la Tchangou. On vous dit au revoir et on se retrouve demain, fidèle au poste.